Cette idée est partie d'une discussion entre collègues où on s'est rendu compte que tout le monde ne faisait pas de la même façon pour faire passer la consultation à nos patients. Et du coup, je m'attarderai plus sur nos patients et nos suivis chroniques. Je ferai un tout petit aparté pour les urgences qui sont, comme vous le savez, un autre monde. Et donc, pour ouvrir cette discussion et la nourrir, j'ai essayé d'interroger quelques collègues. Donc, ce n'est pas du tout une étude, mais plutôt une introduction à une réflexion sur notre pratique. Et du coup, 10 gastropédiatres, hommes, femmes, à la fois en hôpital universitaire, en hôpital général, en libéral, en mixte, à la fois des hommes et des femmes, un peu de tous les âges, qui pratiquent une activité de gastropédiatrie, même si avec des activités diverses comme nous tous. Le questionnaire, je vous passe vite, mais j'ai juste essayé de formaliser pour tous leur poser les mêmes questions. Et ils ont tous à peu près la même façon d'accueillir leurs patients, d'aller les chercher en salle d'attente, de les appeler par leur prénom. Et tout le monde commence par un temps d'échange. Certains précisent qui les a adressés, plus ou moins le motif de consultation. Parfois, ils préfèrent ne pas dire le motif de consultation de façon à ce que l'enfant ou ses parents décrivent son motif à lui. Puis l'interrogatoire en présence des parents. Quasiment tout le monde interroge les patients, leurs patients, les enfants en présence des parents, et quasiment quel que soit l'âge. Et puis arrive l'examen physique. Alors, quasi personne n'a un espace dédié. Seulement un praticien en hôpital général a le moyen de délimiter par un paravent son espace d'examen. Alors le quiz de la présence des parents, parce que finalement c'était souvent ça qui était différent. Donc soit les parents restent tout le temps pour de nombreux collègues, soit il y a une sortie systématique des parents avec accord de l'enfant à partir d'un certain âge, pas toujours le même, pas le même âge suivant que ce soit une fille ou un garçon. Pas forcément une question purement d'âge. Et puis certains font sortir les parents dans le couloir, mais laissent la porte ouverte pour se protéger, comme il me l'expliquait. Et puis parfois, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, étant donné que c'est des patients qu'on suit sur de nombreuses années, avec le lien de confiance, le feeling, comment les praticiens sentent les choses. Ils vont se permettre de faire des consultations seuls avec l'enfant, ou parfois pour préparer la période de transition et pour les mettre un peu dans la même condition que l'examen chez l'adulte. Donc souvent débuté par le poids et la taille d'un enfant en sous-vêtements, mais pas tous en sous-vêtements. La description de l'examen est faite au fur et à mesure. Et les personnes en général expliquent ce qu'ils font au fur et à mesure. J'écoute ton cœur, j'ausculte tes poumons. Et puis ils arrivent à l'examen pubertaire, mais qui n'est pas fait du tout de façon systématique et pas toujours de façon régulière non plus, voire pas fait. Et des manières différentes pour faire cet examen pubertaire, avec certaines personnes qui vont utiliser un orchidomètre pour faire participer leurs patients, faire une auto-évaluation puis qui contrôlent derrière, et puis d'autres qui vont seulement regarder la poitrine. On arrive à l'examen de la marge anale que tout le monde garde en fin d'examen, toujours après accord du patient, en expliquant pourquoi les docteurs peuvent avoir besoin de regarder, en précisant pour certains que seulement les docteurs regardent cette zone du corps. D'autres vont préciser qu'ils vont regarder, écarter pour bien voir, expliquer pourquoi ils ont besoin de regarder. Et préciser qu'ils ne feront rien d'autre. Donc des phrases type où ça s'arrêtera là, ça sera que comme ça, ou chacun ses fesses, et pour bien faire intervenir à la fois le consentement et puis détendre parfois l'atmosphère. Nombreux précisent qu'ils vont... voilà, je vous l'ai dit. Excusez-moi.
Pour la position, pour les plus jeunes, en général, c'est le décubitus dorsal que tout le monde utilise, avec les hanches en flexion, hanches qui peuvent être tenues soit par l'enfant lui-même, soit par ses parents, parce qu'en général, c'est des âges où il n'y a pas à faire sortir les parents. Et même si ça peut se discuter. Pour les plus grands, décubitus latéral avec les genoux en flexion. Et pour certains, pour préparer la transition chez des patients chroniques avec un bon lien de confiance, la position génupectorale est commencée à être utilisée pour préparer à la consultation adulte. Pas d'éclairage particulier chez les praticiens que j'ai pu interroger. Le toucher rectal, sur les témoignages que j'ai reconnus, il n'est jamais exceptionnellement utilisé, toujours bien après accord du patient. Et les indications exprimées par les collègues, c'était pour des oncoprétiques où c'était très difficile d'évaluer la part retentionnelle ou des nourrissons petits avec des suspicions de sténose ou de Hirschsprung, ou encore avant la réalisation de la manométrie anorectale, mais c'était un tout petit échantillon. Suite à ces témoignages, en tout cas, et d'ailleurs je remercie les collègues qui ont accepté de participer à mes questionnaires, parfois il y a des freins forcément des côtés des patients, que ce soit l'enfant ou les parents, mais aussi du côté soignant, et c'est ce que je voulais un peu interroger aujourd'hui. Donc pour les parents, il y a les recommandations HAS, où on leur doit une information loyale et précise, mais aussi le consentement des parents, mais comme du mineur, sauf que c'est assez flou c'est quand il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Des affaires comme celle récente du chirurgien Josko Harneck, forcément, ne nous aident pas et nourrit une peur de l'attouchement par un soignant. L'évolution du côté des enfants, elle est assez importante avec les années, puisque avant les années 80, on avait encore des croyances sur le nouveau-né qui n'avait pas de mémoire et aucune conscience de leur corps ou même de leur douleur, alors qu'aujourd'hui, on sait que dès les premiers mois de vie, les bébés ont une signification et qui connectent la cause à l'effet et intuitivent les intentions des adultes. Et enfin, je voulais insister sur ce droit à l'intimité de l'enfant et particulièrement de l'adolescent, qui est aussi dans les recommandations de bonnes pratiques de l'HAS, mais qui est aussi de toute façon importante dans notre pratique, et d'introduire un temps de tête-à-tête avec l'enfant en tenant compte de son âge maturatif plus que son âge chronologique laisse en effet un flou dans cette définition, mais je pense que c'est très important qu'on fasse attention à respecter ce droit à l'intimité et à la confidentialité. Alors, je voulais vous parler d'un article de sociologie et d'anthropologie, parce qu'il s'avère que dans les articles médicaux, il n'y a pas beaucoup de choses sur ce sujet, mais par contre, les sociologues s'y intéressent et ils ont analysé la pratique de professionnels, 14 praticiens, médecins généralistes et pédiatres en Lorraine et en Alsace, sur la prise en charge du corps d'enfants de 9 à 13 ans. Donc un corps, la période où le corps est en transformation, et pendant la consultation médicale, le corps autant que la parole sont mis à nu, et le protocole s'impose un peu à l'enfant de dévoiler son corps et de parler de lui avec des guillemets pour impose. Et du coup, on se retrouve avec un enfant qui doit être au cœur de la relation thérapeutique, mais dans un paradoxe, puisque on a cette relation asymétrique avec médecins, parents, enfants, et puis en même temps, cette injonction de la loi qui rend les choses plus compliquées, mais en tant que pédiatre, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Les paroles sont d'autant plus malaisées pour certains praticiens qui l'expriment dans cette étude lorsqu'il s'agit d'aborder la question de la puberté et des changements corporels qu'elle induit, sans parler de la sexualité. Donc, il y a une description d'une gêne à l'examen des parties intimes pour l'évaluation du stade pubertaire. Il y a la réserve qui provient aussi, comme on a pu l'évoquer, d'une certaine crainte d'être accusé de gestes déplacés à caractère sexuel qui peuvent être mal interprétés par les parents.
Ce qui fait que certains proposent d'être auscultés par leurs collègues de même sexe dans des cabinets avec plusieurs praticiens, où il y a aussi des témoignages, enfin non, c'est pas des témoignages, mais des études, ou plutôt, en tout cas en Australie et en Royaume-Uni, ils testent de pouvoir avoir la présence de ce qu'ils appellent un chaperon, serait un peu l'équivalent de nos assistantes médicales dans les cabinets, mais qui viennent assister à la consultation pendant l'examen clinique, de façon à ce qu'il y ait un tiers, mais que ce tiers ne soit pas les parents. Alors, je m'arrête 2 secondes sur l'adolescent avec 2 points qui me paraissent, qui sont parfois difficiles. C'est la difficulté d'appréciation du degré de discernement de l'enfant et de sa vulnérabilité par rapport à son entourage, puisque c'est ce qui est écrit dans les recommandations. Mais c'est vrai que je pense qu'on aurait plus intérêt à plus souvent se mettre en tant que personne, les voir réellement et les traiter en tant que personne. Surtout que je trouve qu'il y a une difficulté dans notre relation. Souvent, on les suit depuis longtemps, on les suit parfois depuis qu'ils sont petits, et on reste dans un rôle un petit peu de parent. Je voulais aussi revenir sur la confiance avec les enfants, mais le temps presse, donc je vais faire très vite. Mais juste pour dire que c'est quelque chose, je pense qu'on fait tous de façon assez intuitive, sans l'intellectualiser, et de faire attention à la peur et de savoir faire en sorte que cette peur s'amoindrisse. On a chacun des techniques, chacun des façons, mais dans cet article, ils ont conceptualisé cet axe de la peur-confiance, et j'ai trouvé ça très intéressant, et de faire très attention à tout ce qui peut être non-verbal, postural, à la fois chez l'enfant pour mieux nous analyser ce qui se passe, mais dans nos postures aussi à nous et dans nos façons de parler. Alors, pour arriver au toucher rectal, il faut avoir bien travaillé sur cet axe peur-confiance. Il faut être dans de bonnes conditions. Il faut avoir bien réfléchi et expliquer son objectif à l'enfant comme aux parents. Je ne reviendrai pas sur l'article que je vous ai noté en référence, mais qui était un article surprenant sur des professeurs aux États-Unis, et qui voulaient même faire revenir la pratique du toucher rectal de façon beaucoup plus fréquente, l'apprendre d'une meilleure façon, ça pourquoi pas. Mais ils parlaient même de pouvoir le mettre dans l'examen clinique standard de l'enfant, ce qui était assez surprenant. Une histoire dans un autre espace temporel pour finir et pour ouvrir la discussion. Donc cet espace, c'est les urgences de Corbeil-Essonnes. Un garçon de 14 ans qui vient pour diarrhée, vomissement, douleur abdos, hémodynamique stable, rien de particulier. Il a 6 vomissements alimentaires la veille, 3 selles non glérosanglantes. Vous savez, ça s'est passé il y a 3-4 semaines, donc on en avait tous à peu près partout dans nos urgences. Et il a une douleur abdos soulagée à l'IAO avec une douleur en barre au niveau ombilical. Examen clinique sous abdomen souple, des bruits hydroaériques et un refus d'examiner les organes génitaux externes. Le reste de l'examen est sans particularité. Discussion avec cet ado, avec ses parents, mais bon, voilà, il est 2h aussi du matin, et l'adolescent refuse catégoriquement, et ses parents acceptent ce refus. Du coup, il sort avec son diagnostic de gastro-entérite aiguë, sans signe de déshydratation. Mais il reviendra 36 heures après, avec une nécrose testiculaire sur torsion. En conclusion, il y a besoin d'une relation de confiance pour examiner nos patients, qu'il faut savoir reconnaître le positionnement de l'enfant sur l'axe de cette peur-confiance et savoir y travailler, savoir écouter, informer les parents, même si c'est, je sais bien, peut-être des portes ouvertes que je rappelle, mais respecter le droit à l'intimité de l'enfant, mais aussi son droit à la confidentialité, sont des choses essentielles et qu'il ne faut pas oublier, tout en gérant nos craintes de soignants. Et l'importance aussi de surveiller le développement pubertaire de nos patients, d'autant plus qu'ils sont porteurs d'une maladie chronique. Et je me posais la question de l'intérêt d'une enquête possible au sein du groupe francophone pour analyser nos pratiques d'examen clinique qui pourraient être intéressantes et le travail peut-être d'un étudiant ou d'un interne ou je ne sais pas, de quelqu'un qui voudrait bien s'y mettre. Je vous remercie beaucoup de votre attention.